on parle beaucoup des Cassini, on parle beaucoup de Halley, mais finalement Lacaille a été quelque part plus qu'une petite main, hein, il a quand même fait pas mal de choses, ben lui il reste un peu en dehors des radars principaux. Donc les Martiens sont aussi connus que les Vénusiens, les Jupitériens, ils sont tous aussi connus les uns que les autres. Einstein se rend compte qu'il a commis une petite erreur de calcul. Donc finalement, heureusement les autres éclipses, on n'a pas pu les observer parce qu'en fait, on aurait trouvé un truc qui n'était pas correct. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va pouvoir parler d'astronomie, mais pouvoir se concentrer sur les hommes, les scientifiques qui sont derrière et leur destin, des fois incroyable, des fois insolite. Pour répondre à toutes nos questions, Yael Nazé est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors là, on vous reçoit aussi pour parler de votre livre. Donc, il y a un livre qui va paraître, on en parle un petit peu plus tard dans l'entretien, mais où vous abordez ces questions et ces destins qui sont un peu insolites, un peu fabuleux. Donc on va parler d'astronomie, de l'origine de l'astronomie. Et la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce qu'on a commencé à regarder le ciel? Qu'est-ce qui nous a poussé en fait à se servir du ciel? Alors en fait, le ciel peut être extrêmement utile, et disons que dès qu'on commence à regarder le ciel, on va avoir, le fait que ce ciel va permettre de délimiter le temps et l'espace. Le temps, parce que, voilà, on a le soleil qui revient, ça fait un jour et puis, quand on veut le soleil qui revient exactement de la même façon, au même moment, il faut attendre un an, et du coup on a les saisons. On a les mois évidemment avec la lune et tout ça permet évidemment d'organiser la vie, alors déjà chez les peuplades nomades, mais aussi fortement évidemment pour les sédentaires, pour prévoir les récoltes et donc prévoir les impôts qui vont avec. Donc voilà, on va organiser la vie grâce à ça, grâce à ces calendriers qui sont basés sur le ciel. Et puis on a évidemment la question de la délimitation de l'espace parce que, on le sait, hein, chez nous, quand on regarde le ciel, on voit les étoiles qui tournent autour de la polaire, on sait que ça donne la direction du nord, forcément à l'opposé on a le sud et puis on a l'est et l'ouest. Donc ça permet évidemment de s'y retrouver avec les points cardinaux et puis la hauteur de la polaire va permettre de donner la latitude du lieu et donc là on commence à être un peu plus précis et pouvoir voyager facilement. Et donc évidemment on a vraiment des choses très pratico-pratiques qui font qu'on s'intéresse au ciel. Et puis après, il y a tout le reste, parce que le ciel ou les étoiles, elles se lèvent tous les jours et donc il y a un côté d'immortalité qui se cache derrière. Il y a le fait qu'ils brillent alors que bon, on sait quand même depuis longtemps en essayant de faire du feu que c'est pas si simple, c'est briller. Et puis après, il y a, au aussi, ce côté, qui est au-dessus. Alors, ça nous paraît peut-être un peu, particulier, mais à l'époque, dans les pensées anciennes, le fait que le ciel soit au-dessus, il y a une certaine domination de la terre et donc de nous. Et donc très rapidement, on va, diviniser des parties du ciel ou des objets du ciel partout dans le monde. C'est pas, typique d'un endroit en particulier. Et donc on va finalement avoir un côté pratique et un côté plus religieux, plus spirituel qui vont être associés pour notre intérêt pour le ciel. Et puis évidemment, il y a toujours des petits curieux qui se demandent, finalement, qu'est-ce qui se passe là-bas et à quoi ça correspond? Ok, et donc parmi ceux qui utilisent le ciel, il y avait aussi en bonne partie les marins, les navigateurs. Comment est-ce qu'on peut se servir du ciel et des étoiles pour se repérer sur Terre à une époque où il n'y avait pas encore de GPS? Alors on a utilisé, hein, le ciel pour se repérer pendant extrêmement longtemps parce que justement, sans GPS, il y avait que pas que ça il y avait que ça. Donc si on prend en Polynésie, il y a qu'un mot en fait. Il y a pas un mot marin, il y a pas un mot astronome, il y a un seul mot pour les 2 parce que justement le navigateur doit être astronome pour s'y retrouver. Alors, bon voilà, regarder le ciel, la première chose chez nous, c'est assez simple, on a la chance d'avoir évidemment une étoile pas loin du pôle et donc voilà, on repère assez facilement la polaire parce qu'en plus, bon, voilà, on a le bout de la grande ours qui permet de la pointer donc on est dans l'hémisphère nord, c'est assez chanceux quoi, hein, on est chanceux et donc là, on voit tout de suite que, si on va vers plus au nord que là où on est, donc vers le pôle nord, on va avoir la polaire qui va monter dans le ciel. Si on va plutôt vers l'équateur, la polaire va descendre. Donc vraiment l'orientation du ciel vous dit où vous êtes en latitude, et donc là, ça va permettre vraiment déjà d'avoir une idée pour vous balader. Alors évidemment, il reste l'autre coordonnée, la longitude, ça a été beaucoup plus compliqué à obtenir. Je veux dire que pendant longtemps, on a fait, on a essayé de se mettre à la bonne latitude et puis on cherchait. Et puis, on a quand même essayé d'utiliser le ciel pour trouver la longitude, observer par exemple
des éclipses de lune ou alors, des éclipses des satellites de Jupiter par Jupiter et essayer on connaissait à quelle heure ça devait arriver, à Londres ou à Paris et puis, on savait à quelle heure locale on l'observait depuis le bateau. On se disait: «Bah, voilà, donc du coup, on est à telle longitude». Donc on va essayer d'utiliser quand même les astres pour, trouver la longitude, mais il faut bien avouer que ça a été compliqué pendant longtemps et que finalement le problème a été résolu avec des horloges, précises plutôt qu'avec le ciel. D'accord. Et c'est vrai que, il y avait beaucoup de civilisations différentes qui, utilisaient ciel pour prédire des choses, dont les Mayas qui prédisaient ces éclipses. Comment est-ce qu'ils pouvaient s'y prendre pour prédire, ces éclipses? Tout simplement parce que dans le ciel, finalement, il y a beaucoup de régularité Ouais. et donc quand vous observez, par exemple, les saisons d'éclipses, c'est tous les 6 mois à peu près, et donc vous avez évidemment l'éclipse de soleil qui, elle ne concerne qu'une toute petite zone, mais l'éclipse de lune est plus facile à voir, elle va concerner une plus grande zone sur la Terre. Donc pour prédire, les éclipses de lune, c'est plus simple. Sur une vie humaine, on va quand même en voir un certain nombre et donc bon, petit à petit, on se rend compte on finit par comprendre cette régularité de 6 mois et c'est ce qu'ont fait les Mayas, surtout que chez eux, le côté cycle était extrêmement important. Donc trouver des cycles sur le ciel, c'était vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur et donc ils ont observé pendant très longtemps pour finalement arriver à des modèles arithmétiques, pas du tout géométriques, mais simplement arithmétiques qui leur permettaient de prédire des éclipses, de prédire quand Vénus allait revenir comme étoile du matin ou comme étoile du soir, et cetera, et cetera. Là, je vais sauter un petit peu dans le temps, Mmh. parce que j'arrivais en 1572, pour parler de l'apparition d'une étoile, qu'avait fait, Tycho Brahe. À l'époque, on pensait que, c'était une étoile qui était apparue. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, ce personnage et sur un petit peu ce qui l'a amené, en fait, à faire, Alors, Tycho Brahe, c'est quelqu'un d'extrêmement particulier. Alors, c'est un noble danois qui, va mener une vie de noble, disons assez classique pour son époque, hein, donc une vie faite de grands banquets, de networking avec le roi et avec les gens, c'est clair. De duels aussi, hein, il va d'ailleurs perdre un bout de son nez, lors d'un duel. Heu, alors il aura, des je veux dire des cours autour de lui, hein, donc par exemple, il aura un fou de l'astronome, puisque c'est pas de fil et de parois, mais il aura un fou de l'astronome, dans son château d'Uraniborg, donc voilà, il aura vraiment une vie de noble, assez classique pour son époque, mais en parallèle, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'astronomie et l'alchimie aussi et donc il va essayer de comprendre l'univers par ces 2 biais et donc il va réussir à convaincre le roi de lui confier une île et de lui financer des instruments. Alors, attention, c'est pas rien, hein, c'est comme investissement. On considère qu'à l'époque, c'est à peu près le même investissement que le gouvernement américain pour les missions Apollo. Donc ça vous donne un peu une idée de l'investissement, qui a été mis par le Danemark, hein, à cette époque-là. Quelques pourcents du PIB, danois de l'époque et là, il va observer le ciel pendant plusieurs décennies et avoir des observations extrêmement précises. Alors, en outre ces observations d'étoiles et de planètes extrêmement précises, il y a effectivement 2 grandes choses qu'il va, observer. Alors, il y a cette fameuse nova. Alors à l'époque, en fait, la conception, c'est que tout ce qui est en deçà de la Lune peut changer. C'est ce qu'il y a sur Terre, on voit que sur Terre, les choses changent. Mais tout ce qui est au-delà doit rester, immuable, parfait, et cetera. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, si on a une comète, si on a une nouvelle étoile, ça doit être atmosphérique, du coup. d'accord. Mais alors, évidemment, si c'est atmosphérique et qu'on commence à regarder l'objet, on va pouvoir le trianguler. C'est-à-dire que c'est un peu comme, si vous regardez votre pouce, hein, avec un œil, avec l'autre, vous allez voir qui bouge. Donc si c'est prêt, ça doit bouger quand même pas mal. Et donc Tycho Brahe, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il voit cette nouvelle étoile, cette nova comme on l'appelle, il se dit: «Je vais regarder où elle est» et il se rend bien compte que non, non, elle est pas, si près que ça. Et il va recommencer d'ailleurs aussi avec une comète, 5 ans plus tard et pareil, il va montrer que l'objet, est pas du tout très près. Et donc ça, s'ils sont loin, ça veut dire que, la conception d'un univers qui ne bouge pas, ça marche pas. Et pire, la comète, elle se déplace, évidemment, on la voit bouger parmi les étoiles et donc là, si vu le trajet qu'elle fait, elle devrait casser les fameuses grandes sphères sur lesquelles devaient se trouver, les planètes. Donc il va littéralement casser le modèle,
d'Aristote avec ces magnifiques, sphères célestes qui accueillaient les astres. Et donc on se retrouve avec un univers où les choses changent. On peut avoir de nouvelles étoiles. Alors il imagine à cette époque-là qu'elles naissent quelque part entre les premières étoiles et le système solaire, hein, dans une zone un peu, intermédiaire. Mais voilà, bon, donc forcément on a revu, hein, les modèles, mais ça va être il va vraiment mettre les pieds dans le plat en disant: «Ben voilà, c'est ce modèle ancien où rien ne bouge, où on a des sphères, on peut l'oublier». D'accord, parce que là, on est quand même en 1572. Donc à cette époque-là, on pensait encore, ce modèle de sphère, sur lesquelles, les étoiles étaient projetées? Oui, oui, tout à fait. Si vous prenez Kepler, donc Kepler qui va utiliser d'ailleurs les données de Tycho Brahe pour, de nouveau, modifier complètement la façon dont on voit l'univers, beh, Kepler lui-même va mettre les choses sur des sphères ou des solides, pythagoriciens qui sont en boîte avec des sphères entre eux. Mais donc lui aussi imagine ce genre de choses. Donc c'est pas que il faut pas croire qu'on l'a abandonné tout de suite. Ce modèle va perdurer quand même un certain temps et comment le fait que même on mette le soleil au centre du système ne change pas le fait que les planètes restaient sur des sphères. Donc cette idée, va persister longtemps et c'est vraiment Tycho Brahe qui dit: «Bon les gars, on élimine ce truc, quoi». Là, on a parlé d'un premier explorateur. Est-ce que à cette époque-là, les explorateurs sillonnaient un petit peu le monde pour pouvoir, multiplier ces explorations? Alors en fait, au départ, les astronomes, ils observent de chez eux. Ils sont tranquilles chez eux et ils ne bougent pas trop. Bon, à la limite, hein, comme on disait avec Tycho Brahe, ils s'installent sur une île pas loin, mais bon, c'est pas quand même très, très loin. Donc la plupart du temps, les astronomes, et ça va rester énormément de temps, ils vont rester chez eux. Mais de temps en temps, on va quand même se dire: «Bah, bouger un petit peu, ça serait quand même pas si mal que ça». Et finalement, les 1res grandes expéditions, alors, sauf si on garde un exemple antique, hein, qui est Pythéas, de Marseille, hein, qui lui a fait, on va dire, la 1re grande expédition astronomique, mais à part lui, il va falloir en fait attendre les Hollandais. Les Hollandais qui, au départ, veulent pas du tout faire une expédition astronomique. Ils veulent faire une expédition pour aller chercher des épices, donc c'est une expédition commerciale. OK. Mais dans ce commerce, il y avait justement, un gars en Hollande qui faisait des globes terrestres, des globes célestes. Et le problème, c'est qu'évidemment, pour vendre ces globes célestes, eh bien, il devait payer une espèce de copyright pour utiliser les cartes et il avait pas tellement envie. Alors, que faire? Bah, il fallait qu'il ait ses propres cartes à lui et notamment quand on regarde les globes de cette époque, il y a un trou. Le trou, c'est autour du pôle sud. Pôle céleste sud, il y avait pas de constellation, ils s'occupaient pas de ce que pensaient, les Incas ou les aborigènes, hein, donc bon voilà, il manquait un trou dans les cartes européennes à cet endroit-là et il s'est dit: «Bah, si j'envoie un gars avec l'expédition pour les épices, qui va commencer à prendre enfin un relevé, va faire un relevé comme ça des étoiles, du ciel, je vais pouvoir terminer mon truc et avoir moi un globe inédit et c'est à moi qu'on devra payer le copyright». Donc et pour une expédition commerciale, on va avoir un commerce parallèle, on va dire, pas seulement les épices, mais aussi l'astronomie. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir les premières constellations du Sud qui vont être définies par les Hollandais. Donc de base, les expéditions ont commencé tout simplement pour un enjeu, commercial? Souvent, c'est Copyright. voilà, souvent c'est des enjeux, commerciaux, hein, et même dans le cas astronomique, les 1res, on va être là-dessus. Mais très vite, évidemment, on va se rendre compte qu'on peut très bien y aller pour des raisons purement astronomiques et donc, à part les Hollandais, il faut bien avouer qu'après, très vite, on y allait pour faire de la science. Du coup, en parlant d'expéditions, scientifiques, en 1669, donc il y a Jean Picard qui a réussi à faire, à calculer la circonférence de la Terre avec une immense précision. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre à cette époque pour avoir, du coup, ce résultat avec une telle, précision? Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on faisait un petit siècle avant. Parce que le premier qui l'a fait en France, il s'appelle Jean Fernel et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti de Paris et il a pris la route vers Amiens, qui était une route encore assez droite donc OK, qui va vers le nord et donc qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le ciel et il décide d'avancer jusqu'au moment où la position des étoiles a changé d'1 degré. D'accord? Donc ça veut dire que la latitude a changé d'1 degré. Alors, en parallèle, il s'est arrangé, il compte le nombre de tours de carrosse, les roues de carrosse,
OK, compte le nombre de tours qu'elles ont fait jusqu'entre Paris, son départ, et le point où justement ça bougeait d'un degré, et c'est comme ça qu'il a une première évaluation de la longueur du degré de méridien. Donc quand on a 1 degré, on multiplie par 360 et on a le tour de la Terre, tu vois? 1re idée, je veux dire, c'est simplement essayer de trouver. Alors il y en a qui vont s'amuser avec des chaînes d'arpenteurs, mais lui, il est allé avec les tours de Gauss. Alors, un siècle plus tard, on a trouvé une autre technique, en fait, et l'autre technique, c'est d'utiliser les triangles. Pourquoi les triangles? Parce que les triangles, si vous connaissez un côté et que vous connaissez 2 angles, eh bien votre triangle est complètement défini. Et donc l'idée, ça va être d'emboîter des triangles et de comme ça pouvoir mesurer des longueurs beaucoup plus grandes évidemment, sans devoir compter les nombres de tours de carrosse, sans devoir déplacer une chaîne qui n'est jamais kilométrique, donc voilà. Donc ça va être de multiplier les triangles. La première fois qu'on va le faire, c'est en Hollande, en utilisant des clochers, tout le long de la du nord au sud de la Hollande. Et puis évidemment, bon, c'était un premier essai, c'était pas non plus hyper génial au niveau précision, et le premier essai vraiment bien précis, ça va être Jean Picard. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, lui aussi, il va aller vers Amiens. Il va partir de Paris et il va aller vers Amiens, ça ne change rien, il va faire 13 triangles et il va mesurer les angles de ces triangles, et bah, il faut au moins mesurer un côté quelque part. Et contrairement aux Hollandais, hein, Snell, ce que Picard va faire, c'est il va mesurer une base, comme on l'appelle, beaucoup plus grande. Parce qu'évidemment, plus votre première base est bien mesurée, Ouais. plus elle est grande, plus vous aurez de la précision pour le reste. Et donc c'est ce qu'il va faire. Il va mesurer non pas seulement 2 angles, mais il va mesurer les 3 angles des triangles, et il va prendre une base assez grande. Cette base, elle est entre Juvisy et Villejuif, et il va la mesurer une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour être sûr d'avoir la bonne précision, et il va prendre un étalon qu'il va en fait être après, mis dans le mur du Châtelet à Paris, donc comme ça on est sûr qu'on a le bon étalon et on sait de quoi on parle, quoi. Et donc voilà, il va comme ça à réussir à obtenir que le degré de méridien fait à peu près 111 kilomètres, ce qui est quand même très bon, hein, il a une bonne précision parce que justement il utilise cette nouvelle technique, mais en prenant toutes les précautions possibles. On saura plus tard qu'en fait, il a commis une toute petite erreur dans la mesure de sa base et dans la mesure de ses angles, et il a eu une chance de dingue, c'est que les 2 erreurs se compensaient pour lui. Mais ça va conduire à des problèmes dans les mesures ultérieures. Mais ce qui est fou, c'est que ça demande quand même, une intuition que la Terre est ronde pour pouvoir, calculer sa circonférence. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était déjà enfin, c'était déjà établi que la Terre était ronde, ça, Alors ça ne pose pas de problème ça en fait, hein, donc ça, la terre ronde, elle c'est quelque chose qui est quand même accepté depuis, très longtemps. Alors parfois pour des raisons un peu mystiques, hein, les pythagoriciens, voyaient la sphère comme étant quelque chose de parfait, mais quand on prend Ératosthène, pour lui c'est évident que la terre est ronde et il le mesure comme ça. Alors, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on n'a jamais perdu cette connaissance, en fait. On a l'impression que Christophe Colomb prouve que la Terre est ronde, machin, tout ça, mais en fait non, les savants le savaient, donc dans les cercles un peu plus lettrés, on le savait, c'était juste, bon, les dirigeants, le peuple ignorait, mais bon, finalement, ils en avaient pas besoin non plus, hein. Bon, oui. ils se baladaient pas non plus très loin, et donc dès qu'on a évidemment des expéditions, bah, notamment, par exemple, quand on va aller voir le ciel de l'hémisphère sud, c'est évident, le ciel, il ne bouge pas comme si vous étiez sur une terre plate. Donc quand vous vous déplacez suffisamment, si vous vous déplacez juste de quelques centaines de kilomètres, d'accord, que vous verrez pas la différence, mais quand vous commencez à changer d'hémisphère, il est clair que, vous voyez vraiment le ciel qui bascule et pas le ciel qui se retrouve, Classe. comprimé d'un côté, quoi. Donc vous voyez vraiment, c'est assez évident en regardant le ciel que la Terre est ronde, et donc bon, forcément Picard va partir avec ça, mais si on prend des mesures faites, pour Al-Mamoun, au 9e siècle, dans le désert de Syrie, bah, pareil quoi. Puis pour eux, c'est évident que la Terre est ronde aussi. Donc tout est une question de se déplacer suffisamment. Tant qu'on reste, sur un seul pays, bah, c'est compliqué de voir la rotondité de la Terre, mais par contre, si on commence à se Ouais, balader plus loin, là, ça devient assez ça évident. devient frappant. Je voudrais aussi parler d'Edmond Halley, donc qui est très connu pour, sa comète. Quelle place il a eu dans l'exploration, dans l'astronomie de manière générale? Alors, Halley va être, extrêmement connu pour sa comète, mais Halley, en fait, c'est quelqu'un qui va justement aller explorer un peu le ciel du sud. Et au départ, il le fait à un moment où il est encore étudiant, il n'est pas du tout connu, voilà, il est juste le fils d'un riche marchand qui a beaucoup de sous, mais globalement, il cherche à savoir comment se faire un nom.
Et il se rend bien compte qu'essayer de faire un catalogue d'étoiles, alors non plus en observant à l'œil nu, comme faisait Tycho Brahe, mais en utilisant des lunettes, puisqu'à l'époque on en a, et bah, ça veut dire qu'on aura plus de précision, que ça sera mieux. Sauf qu'il y a des gens qui sont en train de le faire pour l'hémisphère nord. Il y a Cassini, il y a Flamsteed, donc l'hémisphère nord, bah, c'est en route, donc il ne saura pas se faire un nom là-dessus. Donc il se dit: «Bah, finalement, l'hémisphère sud, il y a personne». Et donc, il décide d'aller à Sainte-Hélène pour justement faire un catalogue de l'hémisphère sud. Et donc il embarque tout son matériel et tout. Alors il y a du super matériel, hein, son père lui a donné, une super bourse, donc parfait, il a du matériel du feu de Dieu. Il a choisi Sainte-Hélène parce que c'était un territoire britannique. La réputation était relativement bonne, hein, mais le problème, c'est que quand il arrive sur place, disons que la météo est, un petit peu moins bonne que prévu, et donc il va être un petit peu empêché de faire complètement ce qu'il voulait. Donc il saura quand même évidemment faire une partie catalogue, il va quand même faire des choses, mais disons que ça n'aura pas été aussi formidable que ce qu'il ne pensait. Néanmoins, il va pouvoir observer, par exemple, il va aussi observer Mercure qui passe devant le Soleil, et ça va lui donner une idée qui sera appliquée, au siècle suivant, qui est d'observer, les objets qui passent devant le Soleil, en particulier Vénus, hein, pour essayer de trouver la distance, prendre la mesure dans le système solaire. Alors quand on fait ça, on mesure la distance entre Vénus et la Terre, mais comme toutes les distances dans le système solaire sont liées les unes aux autres, eh bien forcément si vous en avez une, vous avez tout le reste, donc vous avez l'échelle complète de notre système solaire. Est-ce qu'on peut du coup juste revenir là-dessus? Si on a Mmh. la distance, d'une des planètes, on a la distance de toutes les autres, Voilà. heu, comment ça se concrétise en fait mathématiquement, Alors, c'est la troisième loi de Kepler, en fait, hein, donc ce qui se passe, c'est quelque part, c'est assez simple, c'est que tout tourne autour du Soleil, et le Soleil a une masse qui est évidemment énormément grande par rapport à celle des planètes, et donc finalement, bah, tout va être lié par la gravité du Soleil. Toutes ces planètes tournent autour du Soleil, et donc en fait, si on tripote un petit peu, les équations de gravité, on arrive à cette fameuse troisième loi de Kepler, qui Kepler, lui, l'a trouvé de manière empirique, hein, mais qui lie justement la période, donc le temps mis pour faire un tour autour du Soleil, et la distance. Et c'est cette période, en fait, on peut l'avoir assez facilement parce qu'il suffit d'observer les planètes. Ça, c'est quand même pas si compliqué que ça, hein, de voir quand elles reviennent au même endroit dans le ciel. Et donc à partir de là, beh, vous avez les proportions. Il vous faut juste à référ une seule, ouais. connaître la vraie distance pour une, et puis vous avez la proportion pour toutes les autres. Par rapport aux explorateurs, il y en a un qui me fascine, c'est, Lacaille. Et qu'est-ce qu'il voulait accomplir dans son expédition en 1750? Alors, la caille, en fait, il a voulu partir, dans l'hémisphère sud pour avoir un catalogue extrêmement précis. Il faut savoir qu'il avait fait un catalogue d'étoiles dans le nord, en utilisant donc, en fait, tout à l'heure, je disais que Tycho Brahe observait à l'œil nu. Halley va mettre des lunettes pour observer plus précisément, eh bien, la caille va rajouter encore un petit truc, c'est-à-dire que sur sa lunette, il va installer, ce qu'on appelle les micromètres à filtre ou les réticules rhomboïdes. C'est-à-dire, c'est petite chose que vous venez rajouter dans votre lunette pour avoir un repère dans le champ de vue de la lunette. Et donc là, c'est pas seulement que vous êtes précis, alors avec la position de la lunette, mais en plus, à l'intérieur du champ, vous allez pouvoir mesurer beaucoup plus précisément. Donc on sait au niveau technologique, on est meilleur. On est à peu près un siècle après l'expédition de Halley, donc il sait qu'il va pouvoir faire vraiment, gagner un ordre de grandeur, quoi, hein, en précision. Il l'a fait pour l'hémisphère nord, et il veut compléter par l'hémisphère sud. Alors il propose d'aller au Cap parce que, bah, voilà, c'est une ville qui est quand même bien desservie, qui est, une ville, enfin, je veux dire, il y a du monde, donc il sait s'il y a un problème, il peut toujours compter sur des gens là-bas, donc il est pas en pleine cambrousse, quoi, sans aide ni rien. Le Cap, ça va, quoi, c'est tranquille. Et en plus, c'est quand même bien au-dessus, donc pour observer, c'est chouette. Alors en plus, la météo, elle est bonne au Cap. Donc ça ne gâche rien, il va pouvoir y aller. Alors il part effectivement en octobre 1750 de Paris, et puis il va à Lorient. De Lorient, il prend le bateau. Là, ils ont quelques petits problèmes sur le chemin, et ils doivent dévier vers Rio, et quand ils arrivent près du Cap, ils peuvent pas accoster tout de suite parce qu'il y a des problèmes de vent. Enfin, il arrive en retard.
Mais les gens du Cap l'attendent, ils sont prêts à l'aider. On lui donne, un logement très bien avec un gars qui est, chez un colon là-bas qui fait tout pour l'aider, pour l'installer à son observatoire et cetera. Et donc, au départ, il est parti pour déterminer les coordonnées et latitude, longitude du cap très précisément, faire son catalogue d'étoiles principales, du sud et aussi observer les planètes, notamment Mars et Vénus pour essayer justement d'avoir cette fameuse, heu, échelle, du système solaire. Et donc il va commencer ses observations. Alors évidemment, il y a quand même du vent au cap et donc il peut pas observer comme il veut tout le temps, mais il va finir par observer à peu près 400 étoiles brillantes très précisément. Et puis là, il se dit: «Bah, il y a quand même beaucoup d'étoiles dans le ciel du sud et même le catalogue de Halley, bah, c'est pas terrible, moi j'en vois plus, quoi». Donc il se dit: «Bah, finalement, je vais faire plus». Et donc il se lance en fait dans l'observation et alors là, il va juste les regarder dans la direction, nord-sud, donc le méridien. Alors ça permet de contrebalancer le vent parce qu'il va juste ouvrir un tout petit peu le toit juste dans cette ligne-là et puis, bah, le vent, il peut souffler comme il veut, lui, de toute façon, il s'en fout, quoi. Et donc pendant les nuits où il y a beaucoup de vent, il va observer en fait presque 10 000 étoiles peu brillantes qui sont pas du tout connues et lui, non seulement il va les cataloguer, mais il va donner vraiment les coordonnées avec précision. Alors il fait tout ça et du coup, il se rend compte que, bah, il va falloir faire de nouvelles constellations et donc il donne 14 nouvelles constellations en plus à l'hémisphère sud. Alors, contrairement aux Hollandais qui avaient, suivi une tradition un peu, on va dire un peu folklorique, un peu mythologique, eh bien, Lacaille, lui, va décider de donner c'est le siècle des Lumières, donc allons-y, on va donner des noms sympas, genre la vache pneumatique. Donc voilà, il y a c'est un peu particulier, mais donc on voit bien un intérêt pour les arts et les sciences qui apparaît dans le ciel du sud comme ça grâce à Lacaille. Et bah, Lacaille va enfin, je veux dire, il va faire des trucs assez extraordinaires parce que la façon dont il observe, c'est incroyable, quoi. Et pour pouvoir observer ces étoiles faible, il a besoin évidemment de commencer à noter des trucs pendant la nuit. Mais si vous notez, vous avez besoin de lumière et donc si plus vous mettez de la lumière, vous ruinez votre vision nocturne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde avec un œil, à travers la lunette et il ferme cet œil-là et il utilise l'autre pour noter. Donc mais vous imaginez la gymnastique pendant toute la nuit de passer d'un œil à l'autre comme ça et en plus, bon, quelquefois, enfin, c'est des heures et des heures pendant la nuit, donc comment est-ce qu'il va faire pour rester éveillé? Ben, en fait, il a à Lorient, il a recueilli un chiot et il a entraîné le chiot à observer pendant la nuit, à le réveiller quand, il commençait à s'en enfuir, donc enfin, Lacaille, c'est un personnage et donc quand il termine, il avait prévu qu'il lui faudrait un an pour faire son catalogue d'étoiles brillantes, mais seulement en un an, il va faire son catalogue d'étoiles brillantes, son catalogue d'étoiles peu brillantes, des observations planétaires, tout ça. Il va tout faire, tout ce qu'il avait prévu et plus encore. Mais le problème, c'est que comme il est arrivé avec du retard, en fait, il rate la saison des retours de bateau. Et donc du coup, il a encore un peu de temps à tuer, donc tant qu'à faire, il va commencer à mesurer le degré de méridien autour du cap, il va faire plein de trucs comme ça autour, parce que, bah, voilà, la caille, il fait énormément de choses. Alors ce qui est amusant, c'est que, bah, il va revenir en faisant un petit détour par Maurice et l'île de la Réunion, donc il revient en 1754 et alors là, ce qui est assez amusant, c'est qu'il va publier une partie de ses résultats, mais pas tout, parce qu'il aura pas le temps de tout faire et donc le fameux catalogue avec ces 10 000 étoiles, du sud, bien ce sont les Anglais qui vont le publier au 19e siècle parce que personne en France ne va prendre la peine de publier le fameux catalogue de Lacaille. Oui, donc ouais, c'est quand même, il a eu un rôle assez majeur en fait, vu, Lacaille va faire énormément de choses, y compris aussi pour la mesure de la France, parce qu'il va travailler avec, Cassini III, hein, pour, remesurer, correctement la France dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest, et cetera. Donc, Lacaille va être quelqu'un qui est, vraiment, enfin qui a fait énormément de choses et qui finalement bah, on en parle assez peu, c'est vrai. de Lacaille. On parle beaucoup des Cassini, on parle beaucoup de Halley, mais finalement Lacaille qui a été quelque part, bah, plus qu'une petite main, hein, il a quand même fait pas mal de choses. Bah, lui, il reste un peu en dehors des radars principaux, ce qui est un peu dommage parce que c'est vraiment un personnage, c'est assez amusant, quand on voit sa faconde et sa façon de travailler, c'était quand même assez quelque chose. Et est-ce qu'il a continué du coup ses recherches une fois, de retour ou? Alors oui, il a essayé de publier, il a publié une partie de ses catalogues, mais pas tout parce que tout simplement il est décédé, finalement assez peu de temps après être rentré donc voilà, c'est pas juste quelques mois, ça sera plusieurs années, mais je veux dire ça prend du temps, hein, de remettre en ordre tout ça
et donc voilà, il malheureusement, avec tout ce qu'il avait à faire, il n'a pas eu le temps, tout simplement, de s'en occuper lui. D'accord et ça a eu un impact, après les recherches qu'il a fait? Les autres scientifiques s'en sont servis? Alors forcément, on a utilisé un peu tout, hein, que ce soit les catalogues stellaires ou aussi, cette question de degré de méridien, parce que justement il avait son degré de méridien était un petit peu bizarre et ça faisait que, si c'était bon, la Terre avait une on était plutôt dans une forme de poire, un peu aplatie, sur le sud, donc c'était un peu bizarre et en fait, on a compris après que c'était un problème de déviation de pendule dû à des montagnes, en fait, qui étaient pas trop loin et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans les façons enfin, des problèmes auxquels on n'avait pas nécessairement pensé dans les façons de mesurer ces degrés de méridien et donc forcément, ça va aider aussi à améliorer les mesures pour la suite. D'accord, parce que le fait qu'il y ait eu des montagnes pas trop loin, c'est venu Dévie le pendule. Et comme c'est avec le pendule que vous avez la verticale et que vous mesurez l'orientation du ciel, bah, ça vient tromper en fait votre mesure sur le ciel, de savoir combien de degrés vous avez avancé. OK, Ouais, c'est embêtant. donc le lieu, de d'observation a son importance. Tout OK. à fait. On y reviendra, un petit peu plus tard sur l'Hélios. Il y a un autre explorateur qui m'intrigue beaucoup, donc c'est Guillaume le Gentil. Donc il a eu un périple interminable pour, observer, Vénus. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Alors lui, en fait, fait partie de ces fameuses expéditions, imaginées pour aller observer le transit de Vénus, hein. Donc le transit de Vénus, c'est vraiment Vénus qui passe devant le Soleil. Donc il faut vraiment que la Terre, Vénus et le Soleil soient bien alignés parfaitement et ça se produit, bah, je dis, il y a une paire de transits séparés de 8 ans, à peu près tous les siècles. Donc faut Alors, pas se rater. il faut pas se rater. Donc Halley avait émis l'idée de l'utiliser. Il savait qu'il le verrait pas, hein, parce que les transits, du XVIIIe siècle, c'était beaucoup trop tard par rapport à sa vie à lui, donc il savait bien qu'il ne les verrait pas. Mais il encourageait, les autres à observer. Les Français vont particulièrement se mobiliser, essayer de mobiliser tout le monde sur cette idée-là, et donc monter pas mal d'expéditions un peu partout. Ils vont définir aussi à quels endroits il fallait aller pour pouvoir l'observer au mieux. Et donc voilà, ils envoient des gens un peu partout. Il y a un gars qui va aller en Sibérie, il y en a un qui va aller à l'île Rodrigue et puis, bah, le gentil, il est censé aller en Inde, à Pondichéry qui est un comptoir français. Bon, parfait, c'est vraiment au bon endroit, hein, tout ce qu'il faut pour pouvoir observer ce fameux transit. Sauf que, bah, quand il arrive, donc du côté de l'île de la Réunion, bah, il apprend pour que il y a beaucoup de problèmes du côté, de l'Inde et que, justement les comptoirs, il y a quand même une guerre avec l'Angleterre qui essaie de prendre ces comptoirs et donc bon, voilà, on lui dit: «Non, non, c'est pas la peine, c'est non, tu n'y vas pas». Il dit: «Bah, flûte, hein, quand même», il était parti, c'est un des premiers qui part, donc il part vraiment bien longtemps à l'avance et puis, il est coincé, donc il attend. Il a pas le choix, il doit attendre. Alors il envisage d'aller ailleurs, mais on lui dit: «Non, non, bah, écoute, tu restes là et tu attends» et donc finalement, bah, il reste là et à un moment, les nouvelles se: «Ah, bah, tiens, finalement, il y a peut-être, au niveau des batailles, ça va peut-être être en faveur des Français, donc vas-y». Donc il y a un bateau qui part, il embarque dessus, il avec tout son matériel, il y va et puis quand ils arrivent près de l'Inde, bah, là, ils entendent qu'en fait, pas de bol, Pondichéry vient d'être repris par les Anglais et donc bah, demi-tour du coup. Alors évidemment le gentil, là il fait une crise, hein, il exige du capitaine d'être débarqué, tant pis si c'est anglais, il se débrouillera, enfin il s'en fout, mais il veut être à terre, quoi. Alors évidemment ça paraît suspect quoi de vouloir débarquer, dans le camp ennemi, donc du coup on commence à le suspecter, on lui dit: «Mais attends, qu'est-ce que tu fais exactement?» Enfin bon et donc il est obligé de rester sur le bateau et il va voir le transit depuis le bateau. Alors, il le verra, mais d'un autre côté comme il est au plein milieu de l'océan, il a pas les coordonnées donc ça ne sert à rien. Donc il revient, il est complètement dépité, il se sent, complètement inutile et là, il se dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Si je reviens en France, finalement, les autres, ils ont observé, ils ont des données et puis moi, là, bah, comme un con, quoi, j'ai rien, quoi». Heu et donc il se dit: «Bah, finalement, entre 2 transits, il y a que 8 ans, bon, attendre» Ouais, et donc il attend. sur place. Il attend sur place et puis là, il commence à réfléchir: «Oui, mais le transit, où est-ce qu'il faudrait aller le voir?» Et il finit par se dire que, bah, du côté de Manille, ça serait peut-être intéressant et donc à un moment, il prend un bateau, il va vers Manille, mais alors c'est pas français, hein, les Philippines donc c'est espagnol à ce moment-là donc
il n'est pas spécialement en terre amie et puis, bon, il avait prévenu l'académie, mais alors le temps qu'il reçoive le message de l'académie, lui, il est déjà parti et quand le message lui parvient, bon, pas son transfert, hein, mais ouais, il arrive en 1767 alors que comment dire? Le transit est en 1769 et bien là, le message lui dit: «Non, non, tu vas l'observer depuis d'Inde, depuis Pondichéry» et alors bon, lui, il a pas envie, quoi. Il veut pas recommencer, il veut plus entendre parler d'Inde, mais seulement les Espagnols, ils disent: «Ouais, mais attends, pourquoi il veut pas partir lui? On lui dit de retourner là, côté français et il veut rester ici, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait exactement?» Donc il commence à avoir des ennuis avec les autorités sur place et donc il doit partir en douce, et il revient évidemment côté français et finalement il arrive en Inde. Plus de problème, Pondichéry est bien français, tout va bien. Il fait plein d'observations, il se renseigne sur l'astronomie indienne, il fait plein de trucs et puis le jour du transit, il y a des nuages et donc le pauvre gars qui a attendu, oh vite, voilà, et bah là, pas de bol, il a des nuages et donc bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des nuages, il y a des nuages, donc là il fait une crise de nerfs, quoi. Bon, donc il revient, sur, côté île de la Réunion, Maurice et tout ça, mais bon, très souvent, il va être en dépression, puis il va reprendre un bateau qui a des problèmes, qui revient de il arrive jamais à rentrer, quoi et puis finalement, il y a enfin un bateau qui l'amène, heu, côté espagnol et puis il va repasser les Pyrénées et quand il arrive en France, beh, tout le monde croit qu'il est mort parce qu'on n'a plus de nouvelles de lui depuis tellement d'années quand on s on sait plus, quoi, donc on est en train de régler son héritage, tout ça et bon, il va devoir aller vraiment devant les tribunaux pour dire: «Mais non, mais je suis pas mort, quoi, donc rendez-moi mes trucs». Donc ça va être un petit peu compliqué, mais bon, il est parti plus de 10 ans, quoi, donc c'est enfin, voilà, c'est les expéditions à cette époque-là, la Caille va partir 3 ans et demi, le Gentil part plus de 10 ans, c'est des expéditions qui partent plusieurs années. Ouais. Donc c'est pas juste, «Ah, je voilà, je prends l'avion, je reviens, dans une semaine». Non, 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 non. Là, c'est vraiment expédition au sens comme les expéditions montées, par Cook ou Magellan ou quoi. Enfin, c'est vraiment des grosses expéditions, qui vont prendre du temps, qui vont être compliquées. Bah, voilà. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, on peut voyager, assez facilement. Alors qu'à l'époque, pour faire ces, explorations, c'était des fois le travail de toute une vie, en fait, Ah oui, oui, clairement et puis même voyager, en France, hein, il y en a, bah, le Chap quand il part en Sibérie, simplement pour faire Paris-Strasbourg, il a tous ses instruments en verre qui sont cassés et c'est à Strasbourg qu'on doit lui redonner des thermomètres, des des tubes de mercure et cetera et pour faire, Paris-Lorient, bah, la CAI va déjà mettre 2 semaines. Bon alors il sait il a bien fait un certain nombre d'arrêts sur les auberges en route, hein, c'est vrai, mais bon, voilà, on n'imagine pas évidemment aujourd'hui qu'il faille tant de temps, même pour bêtement aller rejoindre, le bateau. alors un autre, destin que je trouve, assez atypique, donc c'est Jules Janssen qui, s'est échappé de Paris assiégé en montgolfière pour aller observer une éclipse en Algérie. Est-ce qu'on peut revenir, sur cette histoire? Alors lui, c'est clairement un explorateur dans l'âme. Ah oui? Il adore l'astronomie, mais il aime bien, voyager. Ouais. Et donc là, pour le coup, en fait, c'était, donc l'observation du soleil qui va être vraiment quelque chose qui va enfin, et sur lequel il va passer pas mal de temps et quelques années auparavant, il était allé dans l'Everest et il avait, montré qu'il y avait des structures, ce qu'on appelle aujourd'hui la chromosphère, hein, donc là où il y a des protubérances solaires et tout ça. En fait, à l'époque, on ne pouvait les voir que pendant les éclipses et Janssen va montrer qu'il y a moyen de pouvoir le voir partout sur le soleil, même quand le soleil n'est pas éclipsé. Et ça, c'est une technique un peu particulière où vous allez filtrer la lumière solaire pour ne garder que la lumière qui vient de ces protubérances, de ces éruptions. Donc c'est une nouvelle technique, il est un peu champion avec Lockyer, de ce genre de truc et donc c'est vraiment le soleil, il connaît bien, donc il essaie d'aller quand même à chaque éclipse pour observer un petit peu plus la couronne solaire et ce genre de trucs et pas de bol en 1870 évidemment, c'est la guerre, il est coincé à Paris. Alors pendant un temps, il va y avoir, la question de la négociation avec les Allemands, pour essayer de lui avoir un laissez-passer. Mais pendant le temps, comme bon, je veux dire, la rumeur se répand qu'il veut aller observer l'éclipse en Algérie, on lui donne des messages pour Gambetta. Et là, il est coincé parce qu'il se dit: «Bah, si j'obtiens un laissez-passer allemand, c'est pour la science. Et là, j'ai quand même des messages pour le gouvernement français et donc le ministre de la guerre, donc c'est un petit peu délicat». Et donc il décide de partir en ballon
pour ne pas devoir utiliser le laissez-passer sur base scientifique parce qu'il a des messages secrets à transmettre. Et donc c'est ce qu'il va faire, il va prendre le ballon, il va sortir de Paris, il va aller transmettre les messages et puis il part, en Algérie. Alors dans le ballon, il a quand même réussi à emporter, 160 kilogrammes de matériel. Alors c'est pas énorme, mais quand même déjà pas mal. Ouais, surtout pour une montgolfière et à cette époque. Exactement, donc voilà et alors après, bah, voilà, ça va être, l'homme des montagnes, hein, puisque, il va vouloir créer un observatoire sur une montagne et alors, il va choisir le Mont Blanc. Clairement, c'est la plus haute donc forcément, elle se dit: «Bah, voilà, c'est le meilleur endroit». Et donc bah, il est plutôt jeune, il a des problèmes pour marcher, mais malgré tout, il va quand même gravir le Mont Blanc plusieurs fois. De manière assez sympathique sur des chaises-échelles ou sur des traîneaux, enfin bon, c'est un peu particulier. Mais il arrive à y aller, à établir un petit observatoire là-bas, qui ne va pas durer trop longtemps parce qu'il s'est pas rendu compte que, bah, voilà, la neige, elle bouge au sommet du Mont Blanc et donc son observatoire début du 20e devrait être, comment? Démonté. Mais voilà, ça lui aura permis en fait de montrer que quand on observe, les étoiles, quand on observe ce qu'on appelle leur spectre, hein, donc c'est comment la lumière se distribue en fonction de la couleur, eh bien en fait il y a des perturbations qui sont dues à l'atmosphère. Et en allant justement sur des hautes montagnes, on peut s'affranchir un petit peu de ces perturbations qui viennent de l'atmosphère. D'accord, donc pour rester un peu dans ce thème, des difficultés pour, observer, je voudrais faire une parenthèse sur, Schiaparelli et les canaux Mmh. martiaux. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, alimenté, l'imaginaire et d'ailleurs aujourd'hui encore, il y a on en entend encore parler. Du coup, qu'est-ce qu'il en est déjà, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le contexte et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec, En fait, donc là, on est au 19e et au 19e, on a ce qu'on appelle la pluralité des mondes qui est généralisée. C'est-à-dire qu'on peuple, bah, globalement toutes les planètes, hein, même parfois le soleil, donc voilà. Donc les Martiens sont aussi connus que les Vénusiens, les Jupitériens, enfin bon, voilà, ils sont tous aussi connus les uns que les autres. Curieusement, aujourd'hui, on connaît surtout les Martiens et c'est à cause de cette affaire des canaux. En fait, il se fait qu'en 1877, c'était une grande opposition martienne, donc c'était un moment où on pouvait voir particulièrement bien Mars et donc tout le monde a essayé d'observer et Schiaparelli, ce qu'il a voulu faire, lui, c'est une carte de Mars. Il aurait eu un atlas à son nom et ouais. alors voilà et donc il commence à observer et donc bon, il va réutiliser un peu le même vocable que sur la Lune. Donc les zones sombres, on va les appeler des mers, les zones claires, des continents. Le problème, c'est que sur Mars, il a beaucoup de zones qui sont un peu intermédiaires entre les 2. Et donc dans sa carte et ses premières cartes sont quand même, assez naturelles, on va dire, il va utiliser le terme de canali. Alors le terme de canali, il est pas le premier à l'utiliser en fait. Angelo Secchi l'avait fait un petit peu avant et en italien, dans cette idée-là, c'était canal au sens de "canum", anglais, donc c'était, une structure naturelle comme la Manche, quoi. Mais évidemment, quand c'est passé en français, bah, canali, hein, c'est de l'italien, canal, hein, OK. Mais là, on venait de terminer le canal de Suez, donc là, on est passé, pas par channel, mais vraiment canal artificiel. Et Schiaparelli lui-même n'a pas complètement protesté et quand on voit les observations de Mars après 1877, donc c'est des observations qui sont moins bonnes, les conditions sont moins bonnes, on a ces canaux qui s'affinent, qui deviennent plus droits par rapport à ses premières cartes. Donc c'est assez particulier, parce qu'il y a un changement. Et puis, bah, voilà, ces canaux s'affinent et puis bon, certains vont dire: «Bah, c'est pas seulement des structures naturelles, il y a vraiment des gens là-bas qui construisent, donc il y a des Martiens». Et donc on va avoir 2 personnes qui vont prendre ça à bras le corps. Il y a côté américain Percival Lowell qui va fonder l'observatoire de Flagstaff et on a, côté français, bah, Camille Flammarion évidemment et l'un comme l'autre, Lowell comme Flammarion sont des gens qui vont faire énormément de vulgarisation, qui vont écrire beaucoup dans la presse de l'époque et qui vont beaucoup, je veux dire vulgariser cette idée, il y a des martiens. Ce qui fait que ça va vraiment imprégner et rester dans l'imaginaire collectif et ça ne veut pas dire qu'à l'époque, tous les astronomes étaient comme ça. C'est vrai que la frange, il y a des martiens, était quand même, assez minoritaire. On avait plutôt la majorité qui se disait: «Oui, bon, bah, on a des fines lignes plus ou moins naturelles, plus ou moins fines, mais on a de la végétation sur Mars». Le fait qu'il y ait de la végétation, ça allait. Il y avait vraiment qu'une toute petite frange à l'autre opposé, ils disaient: «Non, non, mais attendez, il y a pas de végétation, il y a pas de martiens, on se calme, c'est» voilà. Alors c'est eux qui avaient raison, oui.
Mais bon, voilà, disons que, le camp majoritaire n'était pas vraiment le plus, démonstratif, on va dire. Et donc cette idée de martien a vraiment imprégné, ce qui fait qu'on a eu, bah, les La Guerre des mondes, par exemple, de Wells. Si on a ce roman avec des martiens qui arrivent, c'est parce que à cette époque-là, il y a toute cette idée, de martiens partout à cause de faire des canaux. Je sais, non. Et aujourd'hui, on sait qu'en fait, c'est un problème, enfin même à l'époque, parce qu'il y a eu des expériences à l'époque, menées, c'est juste notre esprit, en fait. Notre esprit, quand il voit des trucs un peu, difficilement discernables, va essayer de l'associer à quelque chose, et des lignes droites, c'est assez facile. Donc on a tendance, quand on voit pas bien, à rendre les choses plus géométriques qu'elles ne le sont vraiment. Et ça, c'est un effet vraiment du cerveau, enfin, je veux dire, on sait rien y faire, quoi, c'est comme ça. Et il y en a qui s'en sont rendus compte, comme je disais, en faisant des expériences ou, comment? En observant heu, avec différents instruments, différents grossissements, et qui se sont rendus compte que: «Ah, tiens, si je regarde certes là, j'ai l'impression de voir des lignes, et puis si je vois avec mieux, c'est la ligne a disparu». Donc il y en a quand même un certain nombre comme ça qui se sont rendus compte, de ça, notamment Anthony Haddy, hein, ici, à Paris. Heu, mais donc ce qu'ils voyaient, ils voyaient des structures, mais elles étaient pas droites. C'était leur esprit qui les a transformés petit à petit, et on voit bien, même chez Schiaparelli lui-même, hein, que ça devient de plus en plus droit au fil du temps à force de s'en convaincre. Donc voilà, c'est vraiment la force du mental, mais effectivement, ça correspond bien à des zones sur Mars, qui sont, bah, notamment Valles Marineris ou d'autres, hein, qui ont été repérées à l'époque. Mais voilà, elles sont pas c'est pas des canaux au sens canal de Suez, quoi. C'est aussi ça ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est des fois la capacité de projeter un imaginaire et du coup de changer l'interprétation en fait, qu'on fait des fois d'observations à cause de croyances, qu'on a Tout à fait. au moment où on fait l'observation. Ça, c'est valable pour tout, hein, on interprète en fonction de ce qu'on sait, en fonction de notre contexte. Alors l'intérêt de la science, c'est qu'elle est un peu autocorrectrice, et donc au bout d'un certain temps, on va bien se rendre compte il y a un problème qu'on a. Alors bon, parfois ça prend du temps de se rendre compte, on peut avoir, des siècles ou des millénaires avant de corriger, mais on finit toujours par corriger. Donc le truc, c'est ça, c'est que la science, c'est un processus, on va accumuler les observations, on va accumuler les trucs, et puis se rendre compte si on a eu quelque chose qui était là parce qu'on l'a mal interprété, bah, au final, ça va nous conduire à une erreur tellement flagrante qu'on va s'en rendre compte. Pour revenir du coup sur, la partie observation, comment est-ce qu'on observait le ciel à cette époque? Par exemple en 1609, on disposait de quels outils pour, observer le ciel? Alors avant 1608, on a l'œil nu. Soyons clairs, hein, on n'a pas encore les instruments. La première lunette sera, officiellement baptisée, on va dire, à l'automne 1608, et donc après on aura les télescopes, et puis bon, voilà, des instruments optiques plus sophistiqués. Mais, avant, bah, on n'a que l'œil nu. Alors on peut évidemment utiliser l'œil nu avec des petits instruments. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser principalement? Ça va être ce qu'on appelle des sextants ou des quadrants. Donc, ça, si vous avez mesuré avec des rapporteurs ou des choses comme ça quand vous étiez petit, hein, au primaire ou quoi, les angles, bah, en gros, c'est ça, mais sauf que vous avez pas 180°, mais vous en avez soit 60 pour le sextant ou soit 90 pour le quadrant. Un quart de cercle ou un sixième de cercle. OK. Et évidemment, celui que vous avez utilisé en primaire, bah, il était pas très grand, mais là, ils vont utiliser des versions un peu plus grandes. Donc la caille à lait vont avoir des sextants avec quadrants qui font 1 m, 2 m, 3 m, hein, ce genre de taille. On peut aller plus loin, on a, bah, l'observatoire de Loubet à Samarcande, où là, le sextant avait un rayon de 40 m. Donc on peut aller jusqu'à cette taille-là, voilà. Donc l'observation, va se faire principalement comme ça. Alors plus c'est grand, plus ça va permettre d'aller en précision, mais au final, c'est quand même toujours l'œil qui va limiter. Donc bon, Tycho Brahe va faire des observations qui seront, le plus précises qu'on peut faire à l'œil nu, mais il sera quand même toujours limité par l'œil, lui-même. Alors, après, on peut aussi utiliser une sphère armillaire. Sphère armillaire, c'est en gros, armilla, c'est des anneaux, hein, donc c'est des groupes d'anneaux qui vont reproduire l'équateur, quelques méridiens, et puis vous pouvez adapter dans ces sphères armillaires des tubes de visée qui vont vous permettre de, viser différents objets, et donc directement vous avez les coordonnées.
Pour le voyageur va plutôt utiliser des astrolabes parce que l'astrolabe, c'est un petit ordinateur, analogique, c'est magnifique. Mais là, ce sont pas des instruments pour faire de la recherche astronomique, c'est vraiment plus pour le voyageur pour s'y retrouver, pour savoir où il est, pour savoir quelle heure il est, pour savoir, dans quelle direction il doit aller, ce genre de choses. Donc là, on a des instruments qui sont typiquement les astrolabes, c'est entre 10 et 30 centimètres de diamètre, donc c'est pas énorme. Donc ça va pas permettre de faire de la recherche, mais ça permet, de manière très pratique aux astronomes et aux marins, aux voyageurs de s'y retrouver. Donc ça sera l'instrument de voyage, l'astrolabe. D'accord, c'est une sorte de couteau suisse, mais moins précis, Voilà. mais qui est suffisant pour pouvoir Tout à fait suffisant pour le voyageur, mais pas assez pour faire, de la recherche astronomique précise. là, on va arriver sur, une époque un peu plus moderne. Je pense à l'éclipse de 1919 qui, a été un événement historique parce que ça a permis de confirmer aussi, le la théorie, de la relativité, notamment, la théorie d'Einstein. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode? Pourquoi est-ce qu'il a été si important? Alors en fait, c'est une histoire qui commence en 1911 où, Einstein, en travaillant, sur ces trucs, se rend compte que tiens, la lumière peut être déviée par une masse. Et bah, alors il se rend pas compte qu'en fait, il y a déjà des gars qui y ont pensé, comment quelques siècles avant, dans le cadre des théories de Newton. Parce qu'à ce moment-là, bah, on avait la lumière qui était composée de petites balles et donc c'était massif et donc forcément, bah, si ça passait à côté d'un objet massif, c'était dévié, c'était assez logique. À l'époque d'Einstein, on est plus dans une idée, avec, la lumière qui est une onde, donc forcément pas de masse et donc bon, c'est pas évident nécessairement. Mais donc Einstein se dit: «Bah, dans ma théorie, ouais, bah, il y a une déviation» et donc se dire que la lumière, c'est par exemple, je regarde des étoiles, OK, elles sont à un endroit. Si j'intercale une masse entre les 2, ben, ça va être dévié. Alors, où trouver une grosse masse dans le système solaire? Le Soleil, ça marche bien. Le problème, c'est que si évidemment le Soleil, est là, ben, on voit pas les étoiles. Donc la seule façon de pouvoir regarder le truc alors qu'il y a le Soleil, c'est lors d'une éclipse. Donc Einstein se dit: «Bon les gars, ce qu'il faut faire, c'est observer, les une zone du ciel pendant une éclipse et puis quand le soleil est bas et comparer les positions. Il va y avoir une déviation» et donc il essaie de motiver, lui c'est un théoricien donc il va pas aller faire cette observation-là, donc il essaie de motiver les astronomes. Il finit par en trouver un en Allemagne qui est prêt à faire des observations. Alors le gars part en 1912, pas de bol, nuage. Puis il repart en 1914, en août C'est 1914. pas la bonne période. Pas de bol, il est allemand, il se retrouve, en Ukraine, et donc il est expulsé évidemment, hein, donc pas possible d'observer l'éclipse, pas de bol et là en 1915, Einstein se rend compte qu'il a commis une petite erreur de calcul. Donc finalement, heureusement les autres éclipses, on n'a pas pu les observer parce qu'en fait, on aurait trouvé un truc qui était pas correct. En fait, ce qu'il avait retrouvé, c'était la valeur de la déviation dans le cadre des théories de gravité de Newton et puis quand il refait ses calculs en 1915, il se rend compte que, ben non, ça doit être 2 fois plus grand dans les théories de relativité générale. Donc là, 1915, tout va bien, on a la bonne valeur enfin, mais le problème, c'est qu'on est en pleine guerre. Ouais. Et donc, bon, éclipse ou pas éclipse, tant pis, enfin, je veux dire, on sait pas faire grand-chose, même si en 1916, il y aura quelques mesures qui seront prises. C'est pas enfin, je veux dire, voilà, même en 1918, il y aura aussi quelques mesures, c'est bon les gars, non quoi, enfin voilà, c'est la guerre, quoi. Et là, les Anglais se rendent compte que, l'équipe de 1919 est particulièrement favorable parce que en fait, le soleil va être dans le Taureau et dans le Taureau, il y a un amas qui s'appelle les Hyades et donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'étoiles et donc évidemment, ça marche mieux que plus on a d'étoiles, plus on va avoir de fusion, mieux ça va être, évidemment. Le problème, c'est que, bah, la guerre est toujours pas finie là, donc les astronomes se disent: «Bah, allez quoi, terminé, qu'on puisse y aller quoi». Donc finalement en novembre, enfin l'armistice, tout va bien, c'est parti et donc eux, ils: «Allons-y, on va observer». Alors où est-ce qu'on va observer? Parce que le gros problème, c'est que l'éclipse, principalement, elle a lieu enfin elle est visible depuis l'Atlantique. C'est embêtant. Ils disent: «L'Atlantique, on va pas pouvoir faire les mesures», donc il reste 2 possibilités, l'observer en fait au Brésil ou l'observer, près des côtes africaines. Parce qu'à l'intérieur de l'Afrique, on est sur des zones où il y a c'est la jungle, ça va pas aller, des masses. Donc il reste les côtes ou le Brésil et les Anglais vont pas choisir, ils vont monter 2 expéditions en parallèle. Alors la 1re qui va y aller, ça sera, celle au Brésil, hein, ça elle va être les bateaux circulent enfin,
Eddington qui doit aller lui sur à Principe donc côté africain, bah, lui il va être coincé à Madère pendant quelques mois parce qu'il y a pas encore de bateau qui retourne, donc il va devoir attendre sans savoir si un bateau va finalement arriver, mais il y en a un qui arrive et d'un côté comme de l'autre, on va beaucoup les aider à s'installer, à installer leurs instruments. Alors, ils vont les installer de manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder le ciel, les instruments vont être couchés par terre. On va se dire: «Ouais, mais attends, s'ils sont couchés, comment ils vont faire pour regarder?» Et en fait, devant les instruments, on va mettre un miroir qui va ramener la lumière du ciel vers l'instrument qui est couché. Alors pourquoi le faire comme ça? Parce qu'en fait, le problème, c'est que une lunette, un télescope, quand on veut bien observer, il doit être sur une monture bien stable et ça, c'est enfin, je veux dire, il faut créer un observatoire carrément, donc pour voyager, c'est pas pratique. Donc ils se disent: «On va les laisser coucher» et là, ils sont calmes, ils sont vraiment, hein, il peut rien se passer. C'est une zone bien stable et on va simplement mettre un miroir qui va leur ramener la lumière du ciel et donc ils font ça d'un côté comme de l'autre. Alors au Brésil, ils ont 2 instruments et à Principe, Eddington a le jumeau d'un des instruments qui est de l'autre côté. Donc ils l'observent de manière un peu particulière, mais ils observent le truc et puis là, évidemment, je veux dire, il va y avoir des petits problèmes un peu à gauche et à droite. Alors d'abord quand il y a une éclipse, certes le soleil est éclipsé, mais il y a la couronne solaire autour et la déviation, elle est la plus proche quand on est au bord du soleil. Et là, c'est pas possible d'observer parce qu'il y a la couronne. Donc ça va être compliqué parce que la déviation va devoir aller plus loin et donc la déviation est plus faible. Alors en plus, à Principe, il a pas fait super beau, donc ils observent un peu entre les nuages, enfin c'était pas top top quoi. Par contre, il a eu du très bon temps au Brésil et là, par contre, le problème, c'est que justement, il a fait tellement beau, les télescopes ont chauffé et il y en a un qui a perdu le foyer et donc bah, du coup, les images sont un peu floues. Donc ils ramènent évidemment les plaques photographiques, hein, en Angleterre. Ils commencent à mesurer chacun de leur côté et ils finissent par arriver à une mesure qui est effectivement, en tenant compte qu'il y a des instruments qui ont perdu le foyer, effectivement cette mesure-là est compatible avec beaucoup plus compatible avec Einstein qu'avec Avec Newton. alors, on va dire: «Oui, OK, ça y est, tout est prouvé». La une des médias à l'époque, ça va être ça, hein, ça va être une théorie complètement improbable qui est prouvée. Einstein est à la une de tous les journaux, ils deviennent vedettes du jour au lendemain. Côté scientifique, il faut bien avouer que, le problème, c'était que les barres d'erreur étaient quand même assez importantes. Alors elles étaient clairement en faveur d'Einstein, hein, il y a eu des discussions plus tard pour voir si Eddington n'avait pas bidouillé les mesures et des trucs comme ça, mais en fait non. On a refait, hein, les mesures sur les plaques et tout ça, donc on sait bien que les résultats étaient bien ce qui ont été annoncés. Heu, mais disons que là, on aurait bien aimé une précision un petit peu meilleure et ça, malheureusement, on va essayer pendant les équipes suivantes d'améliorer la précision. On n'arrivera jamais. On arrivera finalement à le faire en utilisant la même technique, mais en utilisant les ondes radio et donc on va observer des quasars, en fait, quand le soleil est devant ou quand le soleil n'y est pas et là, on arrivera avec les données radio à une très, très grande précision. Mais disons, ça marque un peu parce qu'en fait, Einstein avait fait 3 prédictions à partir de ces équations de relativité générale. La première, c'était le enfin, ça concernait l'orbite de Mercure, mais quelque part, c'est une prédiction a posteriori parce que c'est quelque chose qu'on connaissait et donc on se dit toujours: «Ouais, mais le gars, il s'est arrangé pour que ça colle, quoi». Donc il y avait toujours quand même un doute philosophique sur cette mesure-là, et donc c'est la première véritable confirmation de la relativité générale, quelque chose qui n'avait pas été imaginé avant et qui est là, pour le coup, vraiment vérifié quand on fait la mesure. Donc ça a été important à ce niveau-là, mais ça a été que le début d'une aventure, et qui continue encore aujourd'hui, quoi, hein. Donc du coup, là, si on revient sur, aujourd'hui, hem, où est-ce qu'on installe les différents sites, d'observation? Pourquoi est-ce qu'on choisit certains sites plutôt que d'autres? On a parlé tout à l'heure des différentes difficultés qu'on peut avoir, par rapport à l'observation, que ce soit la météo, mais aussi, pas mal d'autres facteurs. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les sites d'observation aujourd'hui? Alors, pendant très longtemps, j'ai dit l'astronome, il observait depuis son jardin et puis le jardin, quand on est en France, en Angleterre ou en Belgique, c'est pas top non plus. Oui. Souvent, il pleut quand même, hein, bon. Donc petit à petit mais c'est venu très tard, hein, il a fallu attendre quand même
la 2e moitié du 19e siècle, pour vraiment que les gens prennent conscience qu'un bon site, c'est important. Et un C'est bon site, c'est quoi? Un bon site, c'est d'abord une bonne météo, c'est-à-dire avoir des nuits claires et pas toujours des duvats. Donc ça va être le premier critère, c'est avoir quand même une bonne météo. Alors après, on va aller évidemment aujourd'hui on va beaucoup plus loin. On va s'installer dans des déserts ou en haut des montagnes ou dans des montagnes qui sont dans des déserts. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, on va avoir un ciel qui va être enfin une atmosphère qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus stable et donc les images au lieu d'être une grosse patate, ça va être un truc un petit peu plus petit déjà et puis, si on est relativement haut, on va évacuer toute la couche en dessous et notamment, par exemple, une couche d'humidité. Donc on va avoir justement la signature de l'atmosphère qui va être, minorisée. Maintenant, voilà, ça c'est bien pour un certain nombre de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire depuis le sol terrestre. Parce que, par exemple, l'atmosphère, même quand on est en haut d'une montagne, elle arrête les rayons X. Et donc si vous voulez, par exemple, observer en rayon X ou en ultraviolet ou, dans certaines gammes infrarouges, bah, le mieux, c'est quand même d'aller dans l'espace. Et donc là, évidemment, vous faites l'aventure suivante, vous mettez votre télescope dans l'espace, vous évitez l'atmosphère. Alors après ça veut pas dire que c'est simple, hein, mais, disons voilà, c'est le truc suivant de pouvoir observer une gamme plus large de couleurs, de pouvoir éviter le brouillage de l'atmosphère. Mais évidemment, il y a d'autres complications, ce qui fait qu'on a toujours des télescopes sur Terre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur Terre et puis, quand on a besoin pour certaines choses spécifiques, ben, on met les télescopes dans l'espace. Les 2 sont complémentaires. et du coup, ces télescopes sur Terre, ça doit être quand même assez compliqué de les mettre en place, de les installer parce qu'on parle on parle des zones les plus arides de la Terre, les déserts, des montagnes et on parle aussi d'équipements de pointe et assez Tout lourds. Donc le problème est vraiment d'amener toutes les choses là-bas. Donc très souvent, il faut faire les routes. Donc mais c'est pas nouveau, hein, comment au début du XXe siècle, George Hale a voulu installer ses télescopes, en Californie, bah, évidemment, il avait regardé, hein, le mont Palomar, il était bon, hein, et le ciel, il était chouette au mont Palomar, mais le mont Palomar, c'était pratiquement inatteignable, quoi. Donc quand son premier télescope, il va pas les mettre là parce que, c'est trop compliqué. Il va prendre le mont Wilson, mais même le mont Wilson, ils vont monter à dos de mule tout le matériel, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et c'est seulement après qu'ils vont faire une route et tout et puis, bah, plusieurs décennies après, ils se disent: «Bon, finalement, le mont Palomar, allez, on va le tenter, quoi». Et puis après, ben voilà, après on tente Hawaï, après on tente le Chili, enfin, donc ça va être petit à petit, mais clairement, au niveau logistique, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut faire les routes, parce que sur les routes, enfin, si vous avez, il y a quelques images, hein, où on voit les camions qui amènent les miroirs de 8 mètres au Chili, mais vous imaginez un miroir de 8 mètres C'est dans sa valise, on va dire, sur une route? Donc, bon, enfin, ça prend de la place, quoi. Donc c'est compliqué. C'est clair, c'est pas évident, il faut, transporter par bateau, transporter par route, il faut créer les routes, il faut créer plein de choses sur place, et puis évidemment, voir aussi comment vivre sur place. Quand vous êtes au milieu d'un désert et que vous avez des astronomes qui doivent vivre sur place, des astronomes, des techniciens et cetera, des cuistots pour la cantine, bah, il faut vous amener, de quoi manger, mais parfois aussi de quoi boire. Donc, voilà, c'est toute une logistique qui est complexe mais qu'on arrive à faire parce que voilà, ça vaut le coup au niveau scientifique. On le fait aussi pour l'Antarctique, hein, il y a quelques observations aussi qu'on fait pour l'Antarctique, c'est pas simple, mais on les fait quand même. Voilà, donc on va pas le faire, on va pas se décider à faire: «Ouais, moi je vais mettre mon petit télescope là, de 50 centimètres, je vais» non, tu vas pas on va construire une route pour un télescope de 50 centimètres, mais pour des gros télescopes, pour des gros projets où là, ça se justifie, bah, on va faire ça fait partie de l'investissement qu'il faut faire, quoi. Il y a aussi une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs, astronomes qui, illustrent un peu la place qu'a, la le les femmes dans, la recherche, en tout cas en astronomie? Ah, il y en a plein. Ouais, Ah, c'est difficile d'en choisir une. Hem, les 1res dont on a trace, en fait, c'est une princesse mésopotamienne, d'il y a plus de 4 000 ans. OK. Donc ça fait longtemps que les femmes font de l'astronomie et alors après, au fil du temps, bah, disons qu'on a eu, par exemple, la sœur de William Herschel qui a fait énormément de choses, avec son frère, Caroline, hein, donc là, on est au 18e et puis bon, il y a bien sûr ce qu'on a appelé le harem,
de Harvard, hein, donc bah, là-dedans, il y a toute une bande, elles sont toutes extraordinaires. Moi, j'aime bien Annie Cannon, par exemple, qui va, qui va f mesurer énormément d'étoiles. Elle a mesuré plus de 300 000 étoiles OK, sur toute sa vie. C'est un truc de fou. ouais. Et enfin voilà, elle obtient finalement son poste, un poste permanent, son CDI, elle l'obtient à 75 ans. Et en parallèle, elle fait quand même des cookies ce le personnel, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des personnages incroyables, quoi. Donc il y en a plein. À l'heure actuelle, il faut bien se rendre compte qu'en astronomie, il y a quand même pas mal de femmes. On a, dans les doctorats, dans les masters en astronomie, bah, moitié-moitié, hein. Donc on n'est pas du tout sur, bah, juste quelques femmes, on est vraiment sur des nombres assez importants. Le problème va être la suite de la carrière, comme toutes les carrières très demandeuses. Là, ça va être la société autour qui n'est pas toujours, qui n'accueille pas toujours facilement ce genre de choses et donc au niveau mondial, on est à 22 de femmes astronomes dans les stades, on va dire un peu seniors, quoi. Mais voilà, on es on espère vu que dans le côté junior, il y en a beaucoup plus, bah, qu'avec le temps simplement ça va se décaler. Du coup, du ça me permet de faire, la transition sur le livre que vous avez écrit, qui sera paru au moment où on va sortir la vidéo. On mettra le lien, en commentaire pour tous ceux qui voudront le parcourir. Dans ce livre, vous revenez sur certaines histoires, dont certaines, dont on a parlé, juste avant, mais plus encore sur l'histoire de l'astronomie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, de ce livre? Bah, donc l'idée du livre, c'est finalement de se dire: «OK, l'astronome a tendance à rester chez lui et on le voit pas comme un métier spécifiquement dangereux, hein, c'est pas les pompiers ou l'armée quoi, donc voilà, l'astronomie ça a l'air relativement calme mais en fait non, il y a quand même eu un certain nombre de cas où, l'astronome a dû bouger et c'était pas toujours nécessairement facile. Voilà, l'idée c'était de prendre en fait des découvertes importantes, et de voir un peu pourquoi on a dû bouger et comment ça s'est passé et quelquefois ça se passe pas très bien, faut l'avouer. Mais au final, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les difficultés rencontrées, malgré l'adversité, vraiment, bah, enfin, ils ont tout eu, hein. Bon, ça a été jusqu'à perdre une bonne partie d'expédition, au fil du voyage. Mais au final, on a quand même eu ces données et on a quand même pu avancer, on a quand même pu faire, heu, ce qu'on on voulait au niveau scientifique. Il y a vraiment, on le voit très fort cette abnégation, je vais dire, de se dire: «Bon, finalement, même si je suis pas là, c'est pas grave, l'important c'est que les données que j'ai prises, elles parviennent là où elles doivent arriver» et donc ça donne des histoires qui peuvent être cocasses, qui peuvent être dramatiques, qui peuvent être un peu de tout quoi, avec vraiment tous les sujets parce qu'on s'est déplacé pour plein de raisons différentes, pour mesurer la Terre, pour mesurer, le système solaire, pour voir des parties de ciel qu'on connaissait pas, pour aller observer mieux, pour voir où étaient tombées, des grosses météorites, pour prouver que la relativité générale, était vraie. Enfin voilà, on a vraiment fait des expéditions pour plein de raisons différentes. C'était justifié, mais c'était pas simple et donc je crois que ça donne un peu un aspect un peu différent, Ouais. de l'astronome dans sa tour d'ivoire. Il faut un petit calcul sur son petit tableau ou sur sa petite feuille. Voilà, c'était aussi des vrais aventuriers. C'était des explorateurs à part entière. Tout à fait, oui. OK. Bah, merci beaucoup. Du coup, on mettra, le livre en description, pour, tous ceux qui voudront, le lire et ils seront, nombreux, ça j'en suis certain. En tout cas, merci beaucoup Yael pour, cet, entretien qui était extrêmement intéressant. Merci, hein.